Comme vous voyez, je suis avec M. Éric Duhem, donc qui, évidemment, il n'y a pas vraiment de présentation à faire. Donc, M. Duhem, j'espère que ça va bien. C'est un plaisir d'être là. Oui, bien, parfait. Je voulais un peu parler avec vous. On le sait, la dernière élection québécoise, ça a été plutôt historique pour le Parti conservateur. Quand même des résultats assez impressionnants, malgré certains qui peuvent être déçus. Donc, je voulais savoir un petit peu, parce qu'on voit là, que depuis quelques années, on voit qu'on parle souvent du conservatisme comme un peu, en quelque sorte, une nouvelle contre-culture. Donc, oui. En quelque sorte, c'est ça, c'était la gauche, historiquement, qui était la contre-culture. Hein? C'était l'extrême gauche, même. Ben oui. Là, c'est rendu la droite, c'est un peu bizarre. C'est un renversement des rôles. Ben oui, puis vous m'avez parlé aussi récemment, là, comme quoi vous aviez même des gens de Québec solidaire dans le parti. Oui. Donc là, savoir un petit peu, c'était quoi votre vision, là, justement, de comment le conservatisme se dirigeait au Québec? Je pense que la crise sanitaire, qu'on le veuille ou non, a changé beaucoup de choses. Je veux dire, ça a été une crise qui a duré tellement longtemps et qui a eu tellement d'impact dans nos vies. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, il y a comme un avant puis un après. Puis ça existe aussi au niveau politique. Il y a des gens qui avaient une sensibilité historique très à gauche, qui se sont rendus compte que le gouvernement pourrait être très intrusif, qu'il y avait des décisions très arbitraires qui pouvaient être prises et que ça peut avoir des impacts dévastateurs sur leur vie. Puis je pense que ça en a éveillé plusieurs, heureusement. Mais à l'inverse, malheureusement, il est arrivé le contraire aussi. Il y a des gens qui, historiquement, étaient des alliés de la droite, qui se disaient en faveur des petits gouvernements, de moins d'intervention de l'État, et qui, lorsqu'est arrivée la crise, ont eu peur, puis sont devenus irrationnels d'une certaine façon, puis la peur les a guidés dans leurs idéologies, puis qui sont devenus très confineurs, puis très partisans du gouvernement Legault. Fait que ça a eu vraiment un effet. Il y a comme un réalignement politique qui s'est opéré au Québec depuis 3 ans. Et nous, on est le parti qui a émergé comme celui qui défend nos droits, nos libertés, puis notre démocratie. Puis la CAQ est devenue l'espèce de parti sanitariste, dirigiste. Puis c'est pas juste sur la crise sanitaire. J'ai l'impression que c'est en train de se transposer sur d'autres choses. On le voit par exemple avec la crise énergétique. On le voit depuis, tu sais, quand le gouvernement dit qu'il veut contrôler la température dans nos maisons, qu'il veut dicter à quelle heure qu'on va partir notre lave-vaisselle ou notre sécheuse. C'est un gouvernement qui est de plus en plus intrusif. On le voit avec même ce qui se passe, les files d'attente présentement devant la Société de l'assurance automobile du Québec. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement veut que quand vous renouvelez votre permis de conduire, vous donniez votre numéro sur vos avis de cotisation, qui veut que vous donniez votre numéro d'assurance sociale, qui veut que vous donniez votre numéro de carte d'assurance maladie. C'est un gouvernement qui est de plus en plus intrusif, de plus en plus voyeur, de moins en moins de pudeur à entrer dans notre vie privée. Puis c'est pour ça, notre slogan aux dernières élections, c'était « Libre chez nous ». Puis libre chez nous, ça ne s'applique pas juste sur la crise sanitaire. Nous autres, on veut être libre chez nous. On veut garder ce qui a fait la richesse du Québec, historiquement. C'est-à-dire qu'on est un des peuples où notre gouvernement nous a donné de la liberté. Puis c'est le peuple qui décide qu'est-ce qui est le meilleur pour lui et sa famille. Puis ça, il faut qu'on garde, il faut qu'on préserve cette tradition-là. Ben c'est ça, au bout du compte, ça fait un peu du sens. Souvent, on fait le lien entre la gauche et l'anarchisme, alors que, justement, il y a un côté très libertaire à gauche. Donc, je présume c'est peut-être ces gens-là qui, justement, se déplacent de plus en plus vers cette optique-là d'un gouvernement plus limité. Moi, je les appelle l'aile hippie du mouvement gauchiste parce que les hippies avaient quelque chose de fondamentalement vivre et laisser vivre. Ça, c'est très à droite aujourd'hui. Historiquement, c'était à gauche, mais la gauche a complètement abandonné ces gens-là. La gauche a versé dans le wokisme, le wokisme. Ils sont rendus très, très woke. C'est rendu que, tu sais, avant ça, vivre et laisser vivre, la gauche disait qu'ils défendaient les minorités. La gauche disait qu'ils défendaient la liberté de parole. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 3 ans? Ils ont discriminé la société. Ils ont appuyé les pires mesures, les plus liberticides de l'histoire. Puis qui a le plus payé depuis 3 ans pour les mesures de confinement? Bien, c'est les gens, souvent, qui étaient les plus faibles revenus. Si vous regardez, là, c'est les gens les plus mal pris dans la société. Qui souffre présentement le plus de l'inflation? Est-ce que c'est les multimillionnaires que leur maison valent 40 % de plus? Ou si c'est les jeunes qui sont même plus capables de se payer un loyer, qui sont plus capables de payer leur épicerie? La gauche a abandonné les plus mal pris parce que quand on a fait les mesures au cours des dernières années, il y a eu une iniquité au niveau des sacrifices qu'on a demandé à la population. Puis c'est les plus démunis qui sont ramassés avec le gros de la facture puis qui ont été les sacrifiés par les mesures gouvernementales. Puis la gauche, même Québec solidaire, au lieu d'appuyer le peuple, ils ont appuyé le gouvernement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en rappeler parce que la gauche a trahi ses idéaux. Mais d'ailleurs, je voulais vous demander ça, parce que c'est sûr que là, on n'est plus en temps de pandémie nécessairement. Non. Donc, il y a certaines personnes, on sent une espèce de volonté d'aller, de passer à autre chose. Ben oui, puis nous autres, les premiers, on veut tous plus parler de ça, puis on veut tous passer à d'autres choses. Est-ce que, tu sais, j'ai remarqué que pendant la campagne électorale, et je crois que c'était un mouvement stratégique plutôt, justement, légitime, de focaliser plus sur les enjeux économiques,
Est-ce que ça va être encore, disons, à l'avenir, vraiment dans le centre, disons, des priorités du Parti conservateur? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas ça va être quoi les grandes politiques qui vont être mises de l'avant avec le gouvernement Legault, parce que c'est pas un gouvernement qui a une grande vision puis qui nous dit où ce qui s'en va puis qui sait nécessairement où ce qui s'en va. Mais cela étant dit, je sens, c'est le sujet dont tout le monde me parle. Moi, je fais la tournée des régions à toutes les semaines, je me promène partout. Demain, je m'en vais à Bellechasse. Dimanche, je vais être à Montréal. Après ça, je m'en vais à Québec. Je veux dire, je fais le tour de toutes les circonscriptions ou à peu près au Québec. Et le sujet dont tout le monde me parle présentement, c'est un impact des mesures sanitaires, en fait. C'est l'inflation. Les gens, ça a beaucoup d'impact. Il y a un Québécois sur 4 qui ne sait pas comment il va faire quand il va arriver le temps de renouveler son hypothèque avec le taux d'intérêt qui n'arrête pas de monter. Des mères de famille qui viennent me voir me dire qu'ils s'arrachent les cheveux de sa tête pour essayer de faire l'épicerie, puis sont obligés de faire des tours de magie pour essayer de nourrir leur famille et leurs enfants. Des gens qui voient la détresse psychologique qui n'arrête pas de monter, même chez les plus jeunes. Puis on voit toutes sortes de choses qui se passent dans la société québécoise présentement. Là. La santé mentale, là, c'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus de confinement que la santé mentale va mieux. Là, on est en train de voir les effets secondaires d'un gouvernement qui est trop intervenu dans nos vies au cours des dernières années. Et c'est plus ça qu'il va falloir gérer dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que c'était comme la face cachée pendant qu'on a pris des décisions. Puis aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'émerger comme problème. Puis il va falloir qu'on ait des réponses à ces problèmes-là. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à Poilievre, qui était ici d'ailleurs hier, qui disait les gens normaux ne sont pas normaux, justement parce qu'ils sont extraordinaires. C'est ça, sont extraordinaires parce qu'ils arrivent à gérer leur budget malgré justement des circonstances comme ça. Mais tout le monde parle de ça. Je te dis, faites le tour des régions, parlez au monde. Ça a un gros impact. Là. Les gens voient la différence, ils voient qu'ils s'appauvrissent de semaine en semaine. Leurs salaires ont beau monter, tout coûte tellement plus cher pour eux qu'il leur en reste de moins en moins dans leur poche. Puis, je veux dire, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour personne. Là. Et puis politiquement, d'habitude, quand une situation comme celle-là se produit, la politique, c'est ainsi fait, là, c'est souvent les gouvernements qui payent pour, dans le sens qu'aux prochaines élections, ils perdent leurs élections. D'ailleurs, ça, c'est Poilievre, c'est un des thèmes, il parle de la juste inflation. Ça risque d'être un des thèmes majeurs de la prochaine élection fédérale qui pourrait expliquer pourquoi Pierre Poilievre va être le prochain premier ministre du Canada. Il y avait aussi une autre tendance que j'avais notée là, au sein du Parti conservateur quand on faisait les bilans de la dernière campagne. Cette tendance-là, disons, avec une droite qui est plus économique et une autre qui est plus identitaire. Et donc, qui crée en quelque sorte une espèce de débat. Donc, comment est-ce que le Parti conservateur compte justement concilier en quelque sorte ces deux tendances-là au sein de la droite? Il y en a même plus que deux. Il y a plusieurs tendances à l'intérieur même du mouvement conservateur. C'est tout à fait sain. Moi, j'invite ça. J'aime ça qu'on ait des gens qui ne pensent pas nécessairement différemment. En autant qu'on le fasse de façon démocratique. Moi, je veux avoir ces débats-là à l'intérieur du parti. Je pense qu'il y a même des fois où je me fais battre sur des propositions, puis c'est tout à fait correct que ça arrive. Puis ça va continuer à arriver, puis on a un congrès cet automne, puis je suis convaincu que ça va encore se reproduire. Cela étant dit, il faut qu'on ait des valeurs communes. C'est quoi qui nous unit comme conservateurs? Parce que la CAQ aussi, c'est une coalition par définition, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de ciment qui est tient ensemble. C'est une coalition de tout n'importe quoi et son contraire. Nous, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Être conservateur au Québec en 2023, c'est d'abord et avant tout penser que sur un paquet d'enjeux, vous êtes mieux placé que vous, que le gouvernement pour décider ce qui est bon pour vous, puis ce qui est bon pour votre famille. Okay, ça, c'est une grosse différence. La deuxième différence, c'est de dire qu'on respecte les autres individus. On n'est pas dans le wokisme, on ne veut pas interdire les autres de parler, même s'ils ne pensent pas comme nous. On ne veut pas essayer que le gouvernement contrôle ce qu'ils vont faire avec leur argent et avec leur temps. Ça, c'est une autre différence. Puis la troisième, c'est l'aspect démocratique. Nous, on croit que c'est pas avec des quotas qu'il faut qu'on gère une société. On peut pas mettre la démocratie sur pause. Tout ce qui s'est passé, l'érosion démocratique, parce qu'il faut le dire, la démocratie a reculé au Québec ces dernières années. Être un conservateur, c'est promouvoir un idéal démocratique puis améliorer la démocratie québécoise. Quant à moi, ça ne porte pas très bien. Fait que je pense que ça, c'est le solage sur lequel on peut bâtir une plateforme. Puis après ça, tu peux le décliner. Mais qu'est-ce que ça veut dire, respecter la liberté individuelle puis penser que tu es mieux placé que le gouvernement pour décider en matière de santé? Mais ça veut dire que tu peux permettre d'avoir de la concurrence, d'additionner la contribution du privé, de décentraliser le système. Qu'est-ce que ça veut dire pour le travail des enfants? C'est un sujet qui risque de faire les nouvelles parce que le gouvernement veut présenter un projet de loi prochainement. Mais ça veut dire qu'on dit aux parents du Québec, c'est à vous à décider pour votre enfant. C'est pas au gouvernement de dire à partir de quel âge il va avoir le droit de travailler et dans quelles conditions. C'est toutes des différences qui sont assez fondamentales au niveau philosophique. Puis je pense qu'on a un dénominateur commun qui est très fort.
Mhm. Oui, puis ça me fait penser aussi justement, admettons, pour les enjeux de la langue, hein, il y a cette espèce d'impression au Québec qu'on veut tout régler par des lois, du légalisme, et donc je présume que c'est un petit peu dans ce même esprit où les individus sont peut-être mieux placés justement pour gérer ça. Là. Je trouve que le débat sur la langue, autant M. Legault que même le Parti québécois ou même les libéraux, c'est un espèce de débat des années 70 qu'ils ont. La réalité au Québec, elle a changé. Aujourd'hui, là, en 2023, la majorité des parents anglophones au Québec envoient leurs enfants dans des écoles francophones, des écoles bilingues ou des programmes d'immersion. Tu sais, les Rhodésiens de Westmount, là, qui veulent rien savoir du français puis qui nous détestent, là, ça devient de plus en plus un mythe. Il y en a de moins en moins, fort heureusement. Il n'y a jamais eu autant de mariages entre des francophones et des anglophones. Il n'y a jamais eu autant de contribution, parce que les anglophones, là, qui étaient des vrais Rhodésiens puis qui ne voulaient rien savoir du fait français, là, bien, ils ont pris l'autoroute puis sont rendus à l'autre bout à Toronto. Là. Les francophones, les anglophones qui sont restés au Québec, l'écrasante majorité, là, ils sont fiers que une des différences dans la société dans laquelle ils vivent par rapport au reste du continent, c'est le fait français. Puis moi, je pense que les anglophones, ils doivent faire partie de la solution et ils ne sont pas le problème. Les anglophones sont là pour aider le Québec à préserver son caractère français. Puis c'est drôle, hein, ce discours-là, je le tiens en français puis en anglais, puis il résonne des deux bords. Et tu sais, les conservateurs, on a quand même fini deuxième dans la plupart des circonscriptions anglophones. On a grugé du vote libéral, puis avec la chute libre dans laquelle le Parti libéral se trouve, je pense qu'on est l'alternative même pour bien des anglophones au Québec qui sont prêts à entendre ce discours-là. Maintenant, la différence qu'on a avec M. Legault ou le Parti québécois, c'est moi, je pense pas qu'il faut le faire de façon coercitive. Moi, je pense qu'il y a moyen de promouvoir notre langue, notre culture, notre identité, puis demander aux anglophones de faire partie de la solution, mais de vouloir nier leurs droits historiques, moi, j'embarque pas là-dedans, parce que si on met le doigt là-dedans, après ça, on va justifier que les anglophones dans le reste du Canada vont pouvoir faire ça aux francophones aussi. Il y a un danger à faire ça, puis moi, je suis pas là pour brimer des libertés individuelles, je suis là pour les promouvoir. Ça me fait penser aussi un petit peu à l'enjeu, là, on le sait, il y a C11, C18, bon, ça c'est au fédéral, mais j'ai l'impression que les Québécois ont tendance à appuyer ce genre de loi-là. Il n'y a pas de problème. Ont tendance à appuyer ce genre de loi-là justement pour protéger en quelque sorte leur langue ou la culture québécoise, mais au bout du compte, ils ne voient pas un petit peu le côté, justement, contre la liberté d'expression que ça peut impliquer, le côté un petit peu de censure que ça peut amener du gouvernement. Et j'ai l'impression aussi que ça fait en sorte que, il y a comme un angle mort d'Internet par rapport aux faits français. Là. Je suis content que tu poses la question parce que le gouvernement, c'est toujours sous des nobles principes qui vient gruger nos libertés individuelles. Il le fait au nom de la santé publique, il veut le faire au nom de l'environnement, puis il veut le faire au nom de la langue. C'est toujours un principe qui est très noble. On est tous pour sauver la planète, on est tous pour protéger le monde malade puis vulnérable, on est tous pour protéger puis promouvoir le fait français au Québec. Mais de là à arriver puis dire qu'on va donner du pouvoir puis notre liberté à des fonctionnaires puis à des gouvernements pour le faire, c'est là que ça dérape. Il faut s'assurer qu'on le fasse nous-mêmes puis qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Puis il faut s'assurer que le gouvernement, on le tient serré, puis qu'on ne lui donne pas trop de marge de manœuvre. Et c'est un peu ça notre approche par rapport à la langue, c'est de dire, regarde, il faut promouvoir notre langue, il faut protéger. C'est pas juste c'est pas juste les nouveaux arrivants, là, c'est même nous, là, la qualité du fait français, moi j'en suis. Là, j'espère qu'on va promouvoir une meilleure qualité du français écrit, parlé. Puis évidemment, notre immigration, le contrôle de notre immigration, puis d'arrêter le chemin Roxham. Je suis content de voir qu'enfin, il commence à y avoir une sensibilité, même ici à Ottawa, pour dire qu'il faut fermer cette folie-là. Je comprends pas que ça ait pris autant de temps quand on y pense. Là. Il a fallu qu'il y ait plus d'immigrants qui rentrent illégalement au Québec que légalement pour qu'on commence à se réveiller puis que le gouvernement agisse. C'est inacceptable. Ça fait des années que le chemin Roxham aurait dû être fermé. Donc, fermer la parenthèse. Donc, c'est ça. L'idée, c'est on peut promouvoir notre langue tout en le faisant dans le respect des droits historiques de la minorité anglophone. Puis je conclurai peut-être là-dessus. C'est quoi les prochaines étapes là, qu'on doit s'attendre pour le Parti conservateur? Là, parce que c'est sûr que là, il vient d'avoir les élections. Il y a quand même de longues années. On ne vous a pas donné votre bureau à l'Assemblée nationale. Donc, c'est quoi exactement qu'on doit s'attendre? Bien, la première étape, là, on a un congrès qui est très important cet automne parce qu'on va redéfinir notre programme politique. On avait eu juste un congrès avant l'élection. Il y a un paquet de thèmes qui n'ont pas été abordés. Même comme demain, je vais être à Montréal. On a un colloque sur l'énergie. On va en avoir un sur la place du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne. On va en avoir un sur le privé en santé, là, toute l'addition de la contribution du secteur privé en santé, un sur des questions plus économiques. Donc, on veut développer un paquet d'enjeux, un sur la réforme démocratique, on en a parlé tantôt.
Fait que c'est des thèmes qu'il va falloir qu'on bonifie notre offre. Je pense qu'on avait un bon programme, mais on est capable de faire mieux. Puis à la prochaine élection, il va falloir qu'on présente une offre politique encore meilleure. Puis c'est possible. Tu sais, la dernière fois, on a tout fait ça en un an. Là, on a 4 ans devant nous. On a des ressources qu'on n'avait pas. Maintenant, on a un financement de l'État qui vient au parti. Puis on a déjà, la prochaine fois, j'aurais pas besoin de rencontrer 300 candidats pour en trouver 125. Il y en a peut-être 50, 60, 70 de ceux qui sont présentés la dernière fois qui vont vouloir être de retour sur les rangs. Puis on va pouvoir bonifier avec d'autres candidatures. Je veux dire, on part pas à zéro. On va avoir déjà bâti quelque chose pour l'avenir. Puis moi, je suis très optimiste. Si on continue à sortir du débat référendaire, parce que je pense que c'est ça qui est l'enjeu, puis on vient de le voir avec les élections partielles dans Saint-Henri-Sainte-Anne, avec l'effondrement du Parti libéral, il y a de plus en plus un débat un peu plus gauche-droite. Et c'est sûr que ça favorise Québec solidaire, sauf ça, on l'a vu dans Saint-Henri-Sainte-Anne, mais le contrepoids, c'est nous. La contre-culture, comme tu as dit dès le départ, c'est nous. Et ça va avantager, je pense, les conservateurs. Il y a de plus en plus de gens qui disent le gros gouvernement, c'est assez. Il y en a que c'est la crise sanitaire qui les a éveillés. Il y en a que c'est le wokisme qui est en train de les réveiller. Il y en a que c'est l'état lamentable de nos finances publiques qui est en train de les réveiller. Mais le modèle craque de partout. Je veux dire, les Québécois sont les citoyens les plus taxés du continent. Puis on a des services. Regardez ce qu'on a comme service en matière de santé. Regardez quand vous voulez renouveler votre permis de conduire, comment ça se passe. Regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de nos écoles. Je veux dire, comment ça se fait qu'on est les plus taxés puis on a des services aussi médiocres. À un moment donné, il y a des gens qui arrivent aux bonnes conclusions puis qui disent là, c'est le temps qu'on fasse un vrai changement. Ben, c'était un plaisir, M. Duhaime. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous aurez un bon séjour à Ottawa. Merci. À bientôt. À bientôt.